Bonjour à toutes et à tous. France 3 Ce bouleverse ses programmes et vous propose cette édition spéciale en direct consacrée au mouvement des Gilets jaunes en Auvergne-Rhône-Alpes. Jusqu'au journal de midi, nous allons dans un premier temps regarder et écouter en direct les participants à cet immense mouvement de protestation dans toute notre région. Forcément, nous évoquerons aussi des débordements qui ont eu lieu dans certaines manifestations dans nos villes et en particulier Le Puy-en-Velay ou Saint-Étienne. Enfin, nous essayerons tous ensemble d'analyser et de comprendre ce que ce mouvement des Gilets jaunes révèle sur notre grande région, sur ses habitants et leurs difficultés, et quelles réponses peuvent être apportées à cette crise sociale qui n'en finit pas. Bienvenue donc dans cette édition spéciale de Dimanche en politique que nous avons intitulée Auvergne-Rhône-Alpes, ma région en jaune. J'arrive pas à boucler le mois. Lâchez pas les gars. On va rien lâcher. Je pense qu'on passera Noël ici. Merci, quand on parlait de solidarité. Ah non, là c'est pas passé. Attends, c'est mal barré. Le gouvernement ne tient pas la route. Dans un instant, nous retrouverons en direct mes confrères et consoeurs des rédactions de toute la région dans les Alpes, en Auvergne et en Rhône-Alpes. Ils nous attendent, ils sont sur le terrain, au plus près des Gilets jaunes, auxquels donc nous allons donner la parole. Et puis sur ce plateau, deux observateurs privilégiés sont à mes côtés pour les entendre et livrer leur analyse d'ici midi. Samuel Desprats, géographe, enseignant-chercheur à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui décryptera pour nous le rapport entre ce mouvement social inédit et les territoires où ils se sont produits notamment. Et puis à ses côtés, Mathias Bernard, historien et président de l'université Clermont-Auvergne. Il tentera de comprendre quelles sont les éventuelles idées politiques qui sous-tendent les blocages et les manifestations, notamment dans notre région, et si l'on peut d'ores et déjà avancer des hypothèses sur le futur paysage politique régional impacté ou pas par ce mouvement des Gilets jaunes. Et pour tenter d'apporter des réponses à toute cette protestation, nous recevrons sur ce plateau la députée de l'Ain, La République En Marche, Olga Givernet, tout à l'heure. Mais d'abord, retour avec Alexandre Rosga sur ces 3 semaines de mobilisation à travers toute la région. Premier jour de colère. À Clermont-Ferrand, la place d'Augeot s'habille de jaune. Un peu partout en Auvergne, des opérations escargots comme à Rion, blocage de stations-service et de centres commerciaux rythment la journée. Même scénario à Lyon sur la place Bellecour, sur le périphérique lyonnais avec des péages gratuits, mais aussi avec des blocages sur l'A47. Une journée endeuillée par un mort à Pont-de-Beauvoisin. La conductrice d'un véhicule panique et tue une manifestante. Bonjour monsieur, le péage est gratuit aujourd'hui, on récupère juste le billet. Le mouvement est populaire, apolitique et sait gagner la sympathie. Comme sur ces péages de Haute-Savoie, chaque gilet jaune porte ses propres attentes. C'est neutre, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui sont là dans la rue, qui sont venus nous donner un coup de main et je pense qu'il faut laisser la politique de côté, chacun a ses idées, on n'en a même pas forcément parlé entre nous. Pour l'acte 2, la contestation est déjà durablement installée. Elle s'exprime de différentes façons. À Saint-Beauzire, dans le Puy-de-Dôme, des Gilets jaunes installent un village gaulois, une mini-société solidaire. Mais les incidents se multiplient. Dans le Rhône, l'autoroute A6 est bouclée pour 48 heures suite à l'occupation et aux dégradations des Gilets jaunes au péage de Villefranche-sur-Saône. Comme dans l'Ain, les contestataires tiennent à leur liberté. Ils se méfient de toute forme de leadership. Il va falloir faire, je pense, une assemblée citoyenne, donc avec chaque département, un leader, un porte-parole plus exactement. Parce que bon, leader, ça fait plus parti politique. Et nous, à l'heure actuelle, on ne veut avoir affaire avec aucun parti politique. Les Gilets jaunes s'installent pour durer. Dans le Puy-de-Dôme, à Ambert, des manifestants construisent une forteresse. La population les soutient et témoigne de sa solidarité. La petite contribution, c'est pas grand-chose. Mais c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Merci. Tout le monde klaxonne, oui, enfin ils sont tous contents. Même si on les bouge quelques minutes, c'est pour la bonne cause. Des fois on leur offre le café, le jus d'orange, les croissants. Ici et là, l'impact économique se fait sentir.
avec un début de pénurie sur certains produits. À Saint-Étienne, des hypermarchés se retirent de la collecte de la banque alimentaire. Pour nous, ça sera moins de tonnage récupéré, donc moins de produits à redistribuer à nos associations. La crispation gagne du terrain. C'est le début d'une convergence des luttes. À Lezoux, sur le rond-point d'accès à l'A89, des transporteurs et des agriculteurs rejoignent le blocage. Le ton se durcit. Nous, on veut le référendum. Voilà. Notre référendum, pourquoi ? Pour la dissolution de ce gouvernement. Ce gouvernement ne tient pas la route. Samedi 1er décembre, comme ici à Aubière, les actions menées en Auvergne sont pacifiques. Mais au Puy-en-Velay, la violence se déchaîne devant la préfecture. Le bâtiment est en partie incendié. Bilan, des dizaines de blessés, 12 interpellations et plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts. Le préfet est consterné. Le fait qu'ils bloquent les secours de pompiers alors qu'ils ont allumé un incendie dans un immeuble qu'ils savent occuper, je pense que oui, on peut dire qu'il y avait la volonté de tuer. En Rhône-Alpes, des débordements ont aussi donné lieu à des affrontements dans plusieurs villes, comme à Saint-Étienne, où d'importants dégâts sont à déplorer. Portés par la contestation, les lycéens entrent dans la danse, dans l'Ain ou à Lyon, mais aussi à Clermont-Ferrand. Plusieurs centaines de jeunes manifestent. Des marches marquées à chaque fois par des débordements. Le même jour, en Haute-Loire, le président Macron fait une visite surprise au Puy pour manifester son soutien au personnel de la préfecture. Un président qui aura focalisé la colère de la frange la plus radicalisée des Gilets jaunes. Alors ce mouvement des Gilets jaunes qui a débuté mi-novembre a été organisé ici comme ailleurs avec l'aide d'Internet et des réseaux sociaux. Philippe Bette, bonjour. Est-ce qu'on peut parler de révolte 2.0 ? Oui Yannick, c'est sans doute la première révolte 2.0 de l'histoire de France. Un mouvement citoyen, spontané, qui s'affranchit des partis politiques et des syndicats traditionnels. Hashtag Gilets jaunes. Faisons la révolution avec les réseaux sociaux. C'est le dernier espace de liberté qu'on nous laisse, murmurent les followers. Dès le 8 novembre, Marianne s'affiche avec un gilet jaune sur Twitter. La contestation s'organise. Sur Facebook, on s'active aussi. Les sans-culottes préparent la révolution avec les outils du siècle. Et l'on voit apparaître sur Twitter une carte de France constellée de points jaunes, autant de foyers d'insurrection. Hashtag 17 novembre, c'est le point d'orgue de la mobilisation. La France des territoires ruraux, des laissés pour compte, dénonce la tyrannie du fisc. Le peuple est en panne de fric, peut-on lire sur Twitter. Hashtag 8 décembre, hier encore, les Gilets jaunes étaient toujours au bord des routes, réclamant une démocratie participative et maintenant peut-être une nouvelle république. Hashtag Parole Gilets jaunes, c'est notre mot-clé à nous. On vous invite à participer au débat. Merci Philippe. On passe donc tout de suite, comme promis, à la première partie de cette émission, c'est-à-dire en direct sur l'ensemble du territoire de notre grande région. Alors, les Gilets jaunes sont un peu partout sur le territoire. Regardez, pour commencer, cette carte qu'a préparée d'ailleurs Samuel Desprats, qu'on retrouvera tout à l'heure et qui nous la détaillera. Cette carte qui montre, dans un premier temps, vous le voyez, que les Gilets jaunes sont vraiment partout sur le territoire, avec des actions, des modes d'action différents. On va d'ailleurs le voir sur le terrain. Partons tout de suite, par exemple, dans l'Ain, du côté de Meximieux, où nous retrouvons ma consoeur le long de l'A42, dans un campement qui dure. Ma consoeur Sylvie Cozzolino. Sylvie, bonjour, comment s'organisent les choses sur place ? Alors très précisément, Yannick, nous sommes sur le rond-point à l'entrée de la 42 à Meximieux. Meximieux, vous savez, c'est cette commune environ à 40 km à l'est de Lyon. Et puis c'est ici que Cédric, Romain, Jean-Michel, Didier et leurs amis Gilets jaunes ont décidé d'installer leur camp de base. Un camp de base mis en place dès le premier jour du mouvement, le 17 novembre. Un camp de base H24, 7 jours sur 7, ça veut dire qu'ici, il y a du monde en permanence. D'ailleurs, ils sont juste derrière moi, je les salue. Bonjour, voyez le partage. Voilà, vous entendez les klaxons, hein, c'est du live. Les klaxons, les automobilistes qui klaxonnent en permanence en signe de solidarité, qui distribuent parfois quelques friandises, comme c'est le cas. Là, ils partagent un café et mangent des papillotes distribuées par des automobilistes. Et si la caméra me suit et que je me décale un peu, vous allez voir ce fameux camp de base, là juste au fond, donc des bâches, quelques palettes en bois, il y a même une caravane, des équipements qui ont été prêtés
ou donnés par des bénévoles, par des anonymes solidaires du mouvement. Le cultivateur des environs a même accepté que ces gilets jaunes installent leur campement de base, alors pour des questions de sécurité, mais aussi de solidarité, qu'ils installent ce campement de base sur une partie de son terrain. Alors comment ça se passe concrètement ? Bien, ici, c'est très simple, on se relaie. Les gilets jaunes actifs vont travailler, consacrent quelques heures pendant la semaine au mouvement ou alors pendant le week-end. Et ceux qui assurent véritablement la permanence, ce sont les retraités, parce qu'évidemment, eux ont beaucoup plus de temps. Côté ravitaillement, parce qu'il faut bien se sustenter, là encore, c'est la solidarité qui joue à fond. Des bénévoles, des anonymes, des gens qui habitent les environs, mais également des commerçants apportent leur soutien, déposent des victuailles. Par exemple, hier, un traiteur de Meximieux a livré de la paella, un boucher a amené de la viande. Je peux vous dire qu'ici, l'ambiance est très calme, on discute beaucoup, on partage des émotions, des envies. Parfois, ces gilets jaunes... c'est le premier mouvement pour certains de ces gilets jaunes, mais ils partagent des événements, ils partagent aussi des rêves et beaucoup d'espoir. Merci Sylvie, on vous retrouve un petit peu plus tard. On va continuer notre promenade sur le territoire à la rencontre de ces gilets jaunes et d'essayer de comprendre leur fonctionnement. Direction Grenoble, en Isère, où nous attend Jordan Guéant. Là aussi, Jordan, vous allez pouvoir nous expliquer comment ça s'organise. Je crois que vous avez de temps en temps la possibilité de voir comment se font les choses par vote, notamment. Expliquez-nous. Eh bien ici, pour l'instant, Yannick, une assemblée générale se déroule en ce moment même en centre-ville de Grenoble. Assemblée générale à laquelle la rédaction de France 3 Alpes a choisi de ne pas assister, puisque depuis hier soir, une vidéo postée sur Facebook par Julien Terrier, l'un des leaders du mouvement des Gilets jaunes en Isère, tient des propos contestés par l'ensemble de la rédaction, vidéo à laquelle nous répondrons tout à l'heure dans le journal de 19h sur France 3 Alpes. Néanmoins, dans cette même vidéo, Julien Terrier donne déjà quelques pistes sur les évolutions qu'il aimerait voir prendre pour ce mouvement des Gilets jaunes en Isère. Il annonce son intention de créer des groupes de travail pour être plus efficace. Il annonce également sa volonté de rencontrer le préfet la semaine prochaine. Il explique surtout, je cite, « Plus ça va et plus j'ai envie de continuer. Il y a plein de choses à faire. Reste à savoir quelles choses peut-il faire, car depuis le 17 novembre, la mobilisation des Gilets jaunes ici en Isère prend un tournant assez classique, avec des opérations qui sont, vous le disiez, systématiquement votées sur Facebook, où des sondages sont régulièrement postés par ce même Julien Terrier. Sondages qui placent systématiquement les péages de Crolles et de Vorep en centre névralgique de la mobilisation iséroise. Ces deux péages sont les deux portes principales d'entrée à Grenoble, depuis Chambéry et depuis Lyon. Là-bas, des barrages filtrants et des opérations péages gratuites sont donc organisées. Néanmoins, à l'approche des fêtes de Noël, beaucoup aimeraient voir des actions plus spectaculaires, à l'image de celle organisée la semaine dernière par les Gilets jaunes savoyards cette fois. Les Savoyards qui ont bloqué l'accès au centre commercial Champ Nord, c'est à Chambéry. C'est le plus grand centre commercial de Savoie. C'était samedi dernier. Ils ont réussi à tenir leur barrage toute la journée. En Isère, certains aimeraient s'en inspirer. La décision devrait être prise dans les minutes, voire tout au plus dans les heures à venir, lors de cette assemblée générale qui se tient, je vous le rappelle, en centre-ville de Grenoble. Jordan, puisque vous m'entendez, juste un mot sur Julien Terrier dont vous parliez. Il faut préciser les choses pour l'ensemble des habitants de la région. Il s'agit d'un des leaders de l'Isère. Hier, vous étiez présent lorsqu'il a été interpellé. On reparlera de sécurité tout à l'heure, mais c'est un événement marquant. C'est des choses qui n'arrivaient pas au début du mouvement. On va d'ailleurs voir les images. Vous étiez tout près. Pourquoi a-t-il été interpellé en quelques mots, puis relâché dans la journée d'ailleurs ? Alors Julien Terrier, vous le disiez, est effectivement l'un des leaders du mouvement en Isère. Il a été l'un des brefs porte-parole nationaux avant que ces porte-paroles ne soient désavoués par leur base. Souvenez-vous, quand ils étaient 8 à représenter les Gilets jaunes à l'échelon national, Julien Terrier hier a été interpellé pour participation et organisation à une manifestation illégale et non déclarée. Il a été relâché un peu plus tard dans la journée, aux alentours de 17h. Il a expliqué, grâce à son avocate, commise d'office, qu'il n'avait en fait aucun rôle d'organisation, mais qu'il était là simplement pour organiser des sondages sur Facebook, ces mêmes sondages dont nous venons de parler, Yannick, des explications qui ont vraisemblablement convaincu les enquêteurs. Reste à savoir maintenant si le parquet donnera suite, s'il décidera ou non de poursuivre Julien Terrier. Pour l'instant, la décision n'est pas prise. Pour cette précision, Jordan. Alors, on parlait des différents moyens d'agir des Gilets jaunes et de se montrer. Regardez cette image, elle est assez caractéristique. Ça se passe à Valence depuis pratiquement le début du mouvement. Un rond-point très connu par les habitants là-bas, près d'une zone commerciale qu'on appelle la zone des couleurs, qui est une zone très fréquentée. Et tous les jours,
tous les jours depuis le mouvement. Des blocages filtrants sont imposés aux automobilistes pour les rencontrer, pour si possible aussi, on va en parler tout à l'heure avec Samuel Desprats, retrouver des gens qui se connaissent et augmenter les effectifs de ces manifestations. Et donc une zone des couleurs, non loin de là, une grosse zone commerciale pour faire simple, qui était occupée quasiment quotidiennement depuis le début du mouvement et qui a d'ailleurs été évacuée, là aussi c'est nouveau, hier par les forces de l'ordre. On quitte la Drôme, on se rend maintenant du côté d'Éton. Regardez, Éton, c'est en Haute-Savoie. Et sur place, nous allons retrouver Céline Aubert qui est avec nous en direct de l'autre côté donc, de la région. Bonjour Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les motivations des gens qui vous entourent et nous expliquer pourquoi ils sont là sur ce barrage que l'on voit derrière vous? Je vais tout vous expliquer, Yannick, mais sans offense. Éton, c'est en Savoie. C'est pas grave. Nous sommes donc sur le rond-point d'Éton, vous l'expliquiez. Ici, le campement que vous voyez, il a été constitué dès le début du mouvement, donc le 17 novembre. Depuis, les personnes se rejoignent chaque jour pour l'occuper. Une cinquantaine chaque jour et presque 200 tous les week-ends. On est bien loin du tumulte parisien, dans une ambiance, vous le voyez, plutôt bon enfant. Et pourtant, la colère, elle est bien présente. On nous parle beaucoup de la taxe carbone qui a mis le feu aux poudres dans cette région, dans cette zone périurbaine où il est très difficile de se passer de la voiture. Mais il y a plus. Il y a ce rejet d'Emmanuel Macron. La plupart ici n'a pas voté pour lui. Ils ne veulent pas de sa politique et ils demandent sa destitution. Certains nous ont confié avoir voté pour Marine Le Pen, d'autres pour Jean-Luc Mélenchon, d'autres encore pour le Parti socialiste. Ici, on n'en parle jamais. Ils n'en parlent jamais entre eux pour pas se fâcher, tout simplement. Les profils sont très divers. Il y a des personnes qui viennent d'Albertville, de Chambéry, de Montmélian, mais aussi des gens de la montagne, de la Maurienne, de la Tarentaise. Il y a des retraités, des mères célibataires, des jeunes actifs, des chômeurs, des employés à l'usine. Et j'ai à mes côtés Benjamin. Alors Benjamin, comme les autres, il n'est pas syndiqué. C'est la première fois qu'il manifeste. Il n'avait jamais manifesté jusqu'alors. Benjamin, il a 22 ans. C'est un jeune actif. Il est conducteur d'engin, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord qu'est-ce qui a été votre déclic? Pourquoi vous êtes là depuis le début? Alors moi, le déclic, c'est mes parents et mes grands-parents qui s'en sortaient plus. Qui financièrement, avec une retraite de 660 €, ma grand-mère, tous les mois, c'est très compliqué. Mes grands-parents, c'est très compliqué. Je vois qu'ils peuvent plus se faire de petits cadeaux, qu'ils peuvent plus partir en voyage. Mes parents, c'est pareil. Je vois, j'ai un petit frère, Noël, c'est très compliqué. Donc c'est ça le gros déclic que j'ai eu qui fait que j'ai mis mon gilet jaune et j'ai rejoint les personnes à Éton. Si vous aviez une seule mesure à demander à Emmanuel Macron, s'il était là en face de vous, ce serait laquelle? Ce serait l'augmentation du pouvoir d'achat et du SMIC, entre autres. Et votre situation à vous, c'est laquelle? Ma situation. C'est-à-dire combien vous gagnez, vous? Est-ce que vous avez des difficultés aussi? J'ai des difficultés, je finis limite tous les mois. Donc c'est très compliqué, mais on fait avec et malheureusement, on apprend à vivre comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup Benjamin. Il faut préciser pour finir qu'ici les mesures annoncées par le gouvernement n'ont convaincu personne et à Éton on se dit prêt à tenir jusqu'à Noël, voire plus s'il le faut. Merci beaucoup Céline et toutes mes excuses aux Savoyards. Je n'ai aucune excuse puisque la carte était sous mes yeux, ça arrive. On va partir de nouveau à l'autre bout de la région, cette fois-ci en Auvergne, en Haute-Loire. On a beaucoup parlé du Puy-en-Velay, on y reviendra tout à l'heure pour des raisons de débordement, mais c'est aussi un site où il y a une forte mobilisation sur place. On retrouve Gérard Rivolier, lui aussi je crois, aux côtés d'un gilet jaune. Bonjour Gérard. Bonjour Yannick. Je vous écoute Gérard. Effectivement, je suis devant la préfecture du... Alors, écoutez, je suis devant la préfecture du Puy-en-Velay. Alors, pour vous dire que les gilets jaunes ici, c'est un mouvement de ruraux. On est dans une petite ville. Le Puy, c'est moins de 20 000 habitants. Il y a dans les manifestations des hommes, des femmes, de tous âges, beaucoup de retraités ici comme ailleurs. Sur le plan politique, vous le savez, c'est un département de droite, mais ça ne veut pas dire évidemment que tous les gilets jaunes sont de droite. Il y a toutes opinions politiques dans le mouvement. Ce qu'ils partagent, comme l'a dit Céline avant moi, c'est le rejet d'Emmanuel Macron et de sa politique. C'est évidemment les problèmes de pouvoir d'achat, des fins de mois difficiles, ça revient dans toutes les interviews. C'est également voilà, les taxes, les impôts, c'est la façon voilà, de la communication du président. Donc à mes côtés, j'ai Loïc Laurent, vous êtes gilet jaune à Brioude. Oui, bonjour. Depuis le début du mouvement, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité qui explique un peu ce qui s'est passé, par exemple ici au Puy-en-Velay, la semaine dernière, les violences et l'incendie de la préfecture? Est-ce qu'il y a des spécificités à la Haute-Loire? Alors non, depuis le début du mouvement, nous prenons le pacifisme.
On essaye de rester dans la communication. Pour avoir des réponses, on ne peut pas dire que le gouvernement ne nous écoute pas si on ne lui parle pas. Donc on essaie de rester dans la communication, dans le calme. Et ceci peut porter ses fruits. Alors on a appris vendredi qu'un hypermarché, une grande surface de Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire avait mis ses 130 salariés en chômage partiel parce que le magasin, les livraisons sont bloquées depuis le début de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors nous on déplore ça bien sûr parce qu'on n'est pas là pour faire perdre les emplois aux gens. Mais par contre c'est la réponse tardive du gouvernement qui est à l'origine un peu de tout ceci. Alors justement, demain, le président de la République doit s'exprimer. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les Gilets jaunes rentrent chez eux et que le mouvement s'arrête ? Alors je pense qu'il est important qu'il revienne sur ces décisions qu'il a prises, de reconnaître ses erreurs tout simplement déjà. Ensuite, de proposer des mesures fortes pour le pouvoir d'achat, effectivement, pour nos retraités, pour nos travailleurs, mais aussi sur le pouvoir du peuple. Tout ce qui est référendum, il est essentiel, je pense, que le peuple soit consulté dans les mesures pour le gouvernement et également aussi un peu plus de transparence ou du moins la mise en œuvre de cette transparence soit plus claire pour la population. Et vous, par exemple, personnellement, qu'est-ce qui vous a décidé à descendre dans la rue ? Alors moi, je suis un ancien militaire, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et je vois que tous les mois, on voit des moins sur nos fiches de paye, on voit que le gouvernement en fait un peu on a l'impression que le gouvernement en fait un peu qu'à sa tête et du coup, nous on se dit, on aimerait bien être un peu mieux écoutés et voilà, laissez-nous notre argent et on n'aura pas besoin de toutes ces aides Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un acte 5 samedi prochain ? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire ? Alors, l'acte 5, moi, on ne parle pas d'acte de 1 à 5. Nous, on est toujours sur une mobilisation constante. Tant qu'il n'y aura pas de réponse. Qui ne faiblit pas, non. Le prouve les derniers chiffres, il y a le même nombre. Nous, on en a voire même plus. Sur le secteur de Brive, sur Brive-Vadois, on en a même voire plus. On garde la mobilisation tant qu'il n'y aura pas de réponse concrète. Merci Loïc. Merci Laurent. à vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà à tout donc à l'heure. pour ce qui est de la Haute-Loire. Alors, merci beaucoup Gérard Rivolier, donc en direct du Puy-en-Velay, tandis que nos observateurs continuent d'écouter évidemment tout ce qui se dit et on parle à la fois de politique, de territoire, on y reviendra tout à l'heure. Repassons par Internet avec Philippe Bette, puisqu'on parle des motivations des Gilets jaunes. Que se dit-il sur les réseaux sociaux ? Alors, toutes les réponses tournent autour de l'augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites. Mais certains sont quand même beaucoup plus accusateurs. Ainsi, Patrice Valette d'Ambert nous parle du manque d'attention du gouvernement face à la misère et à la précarité d'un grand nombre de Français. Rémi Jount de Vanda évoque, je cite, le matraquage fiscal systématique des plus modestes. Stéphane Cerveau de Montbrison explique aussi que l'on travaille juste pour payer des factures. Mais ce sont surtout les femmes que l'on retrouve ici et qui s'expriment de façon bien plus directe. Ludivine Peters de Faverges nous explique qu'elle est seule pour élever ses enfants. Elle redoute chaque mois de ne plus pouvoir les nourrir. Elle porte un gilet jaune pour, je cite, l'injustice, le train de vie du gouvernement pendant que le peuple vit à découvert. Il y a, dit-elle, une véritable cassure entre la France d'en haut et la France d'en bas. Un autre témoignage encore plus troublant, plus poignant encore, c'est celui de Béatrice Olivieri de Saint-Marcellin. Elle nous raconte son histoire. Je suis au RSA, dit-elle, avec un adulte handicapé. Je suis sur le carreau après une faillite, nous explique-t-elle. J'étais un employeur qui payait ses impôts, qui travaillait 70 heures par semaine, qui ne prenait pas de vacances. Mais le matraquage des taxes m'a obligé à mettre ma société en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, j'ai tout perdu et je crève la faim, dit-elle. Merci Philippe, on repassera par vous tout à l'heure pour continuer à prendre la température. N'hésitez pas à réagir, on repart sur le terrain. Tiens, si on retournait dans l'Ain où nous avions tout à l'heure écouté Sylvie Cozzolino qui est toujours à Meximieux. Sylvie, je crois, aux côtés, vous aussi, d'un des représentants des Gilets jaunes qui a des motivations à nous faire connaître ? Oui, alors je suis avec André Père. André a 64 ans, il est routier en retraite, il a eu un accident du travail, donc il est handicapé, il est papa de 4 grands-enfants. André perçoit 900 € de retraite, plus 500 € au titre de la validité, c'est ça. Oui. Vous me disiez, j'ai payé la maison, je me considère comme un privilégié, néanmoins la vie est difficile pour vous. Disons que moi j'ai pas de loyer à payer, donc j'ai pas ça en moi. Mais je peux pas me permettre ni d'aller au restaurant, et ça fait 20 ans que je suis pas parti en vacances. Depuis que je suis invalide, je suis pas parti en vacances parce que je peux pas me le permettre. Et moi, ce que je fais là, c'est pour mes enfants surtout et pour tous les gens qui sont plus bas que moi, quoi, qui n'ont rien. Ceux qui ont un loyer, ils peuvent pas se permettre. Vous ne vous plaignez pas et pourtant,
Vous manifestez pour la première fois, pourquoi? Moi, je me plains pas pour moi, je me plains pour mes enfants, pour tous ces gens qui n'ont rien, pour les gens qui vont au Resto du Cœur tous les jours réclamer à manger, alors que ça ne devrait pas exister. Un retraité qui a travaillé 40 ans de sa vie, il ne devrait pas être en train de mendier à manger. C'est pas logique. Même des enfants, des jeunes, des étudiants, des femmes avec enfants qui vont au Resto du Cœur. Et c'est du jamais vu dans un pays riche comme le nôtre. André, est-ce que ce mouvement a transformé, j'allais dire, votre vie? Disons qu'avant, les gens, même chez nous, se parlaient pas trop. C'est un peu comme partout. Depuis qu'à ce mouvement, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais cru rencontrer. Qu'avant, je croisais, mais sans plus. Là, on discute, on est devenus des amis, on est devenus une famille pratiquement. Et même après le mouvement, ce sont des gens avec qui on va se revoir, reparler de ce qu'on aura fait là. Une belle solidarité. Une très belle solidarité. Les Français sont solidaires, les Français sont généreux. Il faut arrêter de les casser sans arrêt, de les rabaisser plus bas que terre. Merci André, merci beaucoup. Voilà Yannick. Merci. Vous êtes, on l'entend, au bord d'une entrée d'autoroute. L'autoroute est souvent visée par les gilets jaunes qui s'installent notamment aux barres de péage, on l'a compris, et notamment par exemple sur l'A7 en Ardèche. Il y a eu beaucoup de points. Il y a eu Montélimar qu'il faut aussi citer. Partons justement en Ardèche pour voir comment s'organise au quotidien, notamment sur ces points, ces fameux campements. Une ambiance qui nous est relatée, ce sens du collectif, de la solidarité à Aubenas, tout de suite par Vanessa Fiz et Nicolas Ferraud. Un début de charpente au sol, une nouvelle construction est sur le point de voir le jour. Un abri pour accueillir des gens, pour manger, pour tout ça, quoi. Ici, la vie s'organise. Comment tu vas, Jean-Claude? Ça va. La forme? Jean-Claude a posé plusieurs jours de congé. Il ouvre chaque matin sa camionnette et sert le café. On est là tant qu'il y aura du monde pour faire du café, pour alimenter un petit peu tout le monde, pour qu'ils aient froid, pour pas qu'ils aient faim, et puis voilà. Un peu plus loin, atelier repas. Les dons en nourriture sont nombreux ici, des commerçants ou des automobilistes. Les retraités, piliers de la mobilisation en semaine, s'activent. On est là tous les jours pratiquement, oui. On rentre le soir à la maison, mais on est là le matin de 9h à 9h, 9h30 jusqu'à 18h le soir. De part et d'autre du rond-point, des bâches, des palettes font les bases de lieux de vie avec des cuisines, des réserves, des coins couchage. De quoi clairement tenir dans le temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on se prépare quand même à l'hiver, à tout ça. Ça montre aussi qu'on est déterminé dans nos propos, quoi, qu'on va aller le plus loin possible et qu'on ne veut rien lâcher. Vous voyez, moi par exemple, je suis retraitée. On peut plus. Tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ne peuvent plus avancer. À force de se fréquenter, des liens se tissent et ça saute aux yeux au moins autant que les constructions. La parole est partout, tout le temps. On la facilite avec un prénom inscrit sur le gilet, avec de l'humour. On s'en sert aussi comme catharsis. Je suis amené à parler avec beaucoup de gens qui vivaient dans la misère, qui vivaient repliés sur eux-mêmes. Ils étaient enfermés chez eux. Hein, ils avaient honte de leur situation, quoi. Et puis là, maintenant, d'un seul coup, ils s'aperçoivent, ils ouvrent les yeux. Ah, mais finalement, je ne suis pas tout seul. Vous voyez? Eh ben, on est tous dans le même cas. En semaine, une centaine de personnes se réunissent ici. Chaque week-end, c'est autour d'un millier. Alors malheureusement, ces manifestations et cette ambiance bon enfant sont contrastées par ces manifestations, ces débordements qui n'ont échappé à personne, qui ne sont pas forcément du fait des Gilets jaunes, on va essayer de le comprendre, mais ils ont eu lieu, c'est un fait. Encore hier soir, regardez Saint-Étienne, qui est sans doute l'une des villes les plus touchées en Auvergne-Rhône-Alpes. Saint-Étienne, hier, a été le lieu d'affrontement entre des casseurs, que l'on voit nettement à l'image, qui affrontent les forces de l'ordre, qui balancent, comme vous le voyez, toutes sortes de projectiles. Les dégâts sont importants. Il y a eu beaucoup d'émotions, notamment la police municipale à Saint-Étienne, qui a été sévèrement poursuivie. Une voiture de la police municipale a été brûlée. Hier soir, au téléphone, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, était particulièrement en colère. Écoutez-le. Ce qui se passe à Saint-Étienne depuis 2 semaines, je vous le dis, est inadmissible. Les Stéphanois sont obligés de rester chez eux. Les commerçants voient leurs magasins qui travaillent de toute une vie pillés, incendiés, détruits. Je peux vous dire que je suis très en colère ce soir. Alors la préfecture ne risquait rien parce que les moyens de police étaient concentrés autour, mais le reste de la ville a été mis complètement à sac. Le gouvernement, le ministre de l'Intérieur ont décidé de protéger Paris, certaines autres villes comme Lyon. Et puis, moi je considère que le devoir de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens partout, sans exception,
sans préférence. Effectivement, il faut le dire, effectivement, Lyon était sous haute protection hier soir. Fête des Lumières sans doute oblige, mais quand même il y a eu là aussi, regardez, quelques débordements à l'issue de la manifestation. D'abord au niveau du pont de la Guillotière, et puis ensuite les casseurs que là aussi vous voyez à l'antenne se sont dirigés vers la place Bellecour et ont commencé à s'en prendre aux installations de la Fête des Lumières. Il a à un moment donné été question d'annuler la Fête des Lumières. Finalement, elle a été maintenue, donc cette violence a existé. Qu'en pense Philippe Bette, les réseaux sociaux et en particulier les gilets jaunes qui s'y expriment? Alors, beaucoup répondent par la négative. Non, la violence n'est pas la bonne réponse. Pour Rémi Joun de Vanda, aucune idée ne peut justifier la violence. Pour Josiane Maga de Saint-Marcel-de-Féline, non, pas de violence, c'est contre-productif. Pour Corinne Chatagnon de Chandieu, c'est autre chose. Elle condamne la violence, d'où qu'elle vienne, des gilets jaunes comme de certains CRS. Il en est d'autres pour qui cette violence est un pis-aller, la réplique en fait à l'obstination du pouvoir et à un gouvernement qui joue le pourrissement du mouvement. Alexandra Join de Volvic pose la question d'une autre façon. Personne n'est pour la violence, mais serions-nous entendus si nous ne faisions pas de bruit? Je ne crois pas, dit-elle. Marcel Marcos de Lyon s'interroge. Peut-être est-ce nécessaire dans certains cas. Jean-Michel Brouet de Vichy, à force de jouer sur la fatigue des gens, il y a des risques. Et puis pour Éric Van Loon de Crest, en revanche, la fin justifie les moyens. Seule l'obstination et l'orgueil des politiques sont la source des violences et pas moins que la violence physique ne peut arrêter cela. Merci Philippe. Alors je n'oublie pas évidemment le Puy-en-Velay qui a marqué depuis 4 semaines par la violence des attaques contre la préfecture qui a été incendiée en partie. On rejoint sur place, si tout va bien, Gérard Rivolier qui est avec nous donc en direct du Puy-en-Velay. Gérard, à quel point les habitants ont été marqués par ce qui s'est passé, et vous-même d'ailleurs, car vous étiez sur place? On a été sidérés la semaine dernière et beaucoup de manifestants hier nous disaient que voilà, ils condamnaient cette violence. La plupart des gens avec qui on a pu discuter dans le cortège d'hier, c'est vrai qu'hier ça s'est mieux passé. Je dirais que la manifestation s'est déroulée hier dans un climat bon enfant jusqu'à peu près la tombée de la nuit où là il y a eu des provocations, il y a eu de nouveau un peu quelques gaz lacrymogènes tirés en réplique à des jets de pétards ou de projectiles sur la préfecture. Alors ce que je veux dire c'est qu'ici les plus radicaux s'en sont pris à des cibles de l'État, la préfecture essentiellement, la direction du travail. Hier, la mairie aussi a été visée, mais voilà, sans gravité. Mais il n'y a pas eu de scène de saccage et de pillage, de saccage de magasins comme à Saint-Étienne, par exemple. Mais c'est vrai que ça a été une sidération de considérer que dans cette petite ville du Puy-en-Velay, ville calme en principe, voilà, il y a pu y avoir cette préfecture incendiée et beaucoup de manifestants, encore une fois, le déploraient hier. Merci pour ce témoignage, Gérard. Je propose maintenant, après tous ces constats et cette écoute, de passer à une tentative d'analyse, d'explication. C'est la deuxième partie de cette émission. Et avec nous sur ce plateau, tout d'abord Samuel Desprats, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous écrivez beaucoup sur ce mouvement qui vous inspire. Je rappelle que vous êtes géographe, chercheur, enseignant à Lyon 3. On a souvent parlé d'une France périphérique en disant, voilà, ça a été pendant 10 ans ce discours, il y a une France qui est éloignée des grandes villes et c'est pour ça, comme elle n'a pas ce que les autres ont, tout va mal. Est-ce que ce concept est toujours valable selon vous ? C'est vrai que c'est un discours qui est très pratique parce qu'il est binaire. Il permet d'opposer deux France et cela galvanise relativement les mouvements sociaux. Cependant, il faut être prudent, je crois. Et même si aujourd'hui on ne dispose pas de tous les chiffres et de toutes les analyses, tant le mouvement est frais et tant le mouvement est disparate, tout à fait original, inédit, autant il y a des choses que l'on peut dire, notamment sur ce qu'il n'est pas. Et c'est vrai que ce discours sur la France périphérique pose un problème, puisqu'il semble opposer les métropoles au reste du territoire dans un vieux jeu de rural-urbain, de travailleurs contre d'autres catégories qui seraient plus peut-être dans les services. Sauf que ça ne se vérifie pas. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a quelque chose d'intuitif. Plus on est loin de la ville, plus a priori la facture carburant va augmenter. Ça paraît évident et l'Observatoire sur la précarité énergétique ne s'y trompe pas. Les vulnérabilités énergétiques augmente très sensiblement de 3% à près de 10% de la population lorsque l'on passe très loin des villes. Alors on va voir la carte que vous avez préparée pour voir un petit... Expliquez-nous, vous parlez notamment de zones périurbaines, donc c'est un peu plus... Mais c'est ça qui nous surprend, c'est qu'en réalité, le mouvement n'est pas forcément proportionnel à la distance, disons, mais se concentre précisément au plus proche
des métropoles, aux entrées d'agglomérations, sur ces points qui sont finalement ces entrées névralgiques vers les agglomérations, qui sont précisément ces points fréquentés par les populations périurbaines. On rappelle que ce sont en fait des populations qui vivent en dehors de la ville, mais qui au quotidien ont l'obligation, la nécessité de se rendre dans la ville, notamment pour l'emploi. Pourquoi ces gilets jaunes bloquent, comme on l'a vu, des ronds-points ou des zones commerciales, des barrières de péage, et pas des gares, des aéroports, des choses comme ça? C'est vrai qu'on pourrait être surpris parce que finalement, c'est peut-être en bloquant le cœur des agglomérations qu'on se toucherait plus la fameuse France d'en haut. Et pourtant, ces lieux névralgiques, je le disais, sont d'abord tout simplement les lieux des périurbains eux-mêmes. On pourrait dire que ce mouvement se bloque lui-même d'une certaine manière. Et c'est paradoxal, sauf si on prend en considération bien sûr le pourquoi. Et moi, j'y vois 3 raisons. La première, d'abord, on parle de voiture, on parle d'essence. Donc on bloque évidemment des symboles qui rappellent tout simplement la nécessité quotidienne, la contrainte de la voiture. Le deuxième point, c'est aussi que c'est un territoire qu'on maîtrise. Quand entre guillemets, on cherche à occuper un territoire dans un conflit de position, eh bien là, on sait exactement où l'on va. Et puis la troisième chose, c'est tout simplement un mouvement auto-identificatoire. En occupant ces lieux, d'une certaine manière, on s'adresse à soi-même et on cherche à raccrocher au mouvement des personnes qui sont dans la même contrainte, mais qui n'ont pas encore forcément pris l'engagement de s'associer à ce mouvement. Une dernière question, parce que vous avez eu une extinction de voix et vous êtes venu quand même, je vous en remercie, je ne vais pas en abuser. Est-ce que ce sont des gens pauvres, forcément, qui sont les gilets jaunes? Vous parlez de dépenses incompressibles, c'est ça votre expression? Alors il faut être prudent. En réalité, c'est moins la France périphérique que la France contrainte qui s'exprime. Et dans cette idée, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément la fraction la plus pauvre de la population. Si on analyse encore une fois au doigt mouillé, les échelles de revenus, on est plutôt sur 2e, 3e, 4e décile. Donc comprenons voilà, les 20, 30% les plus bas de la population, mais pas les 10% les plus pauvres. Parce que malheureusement, il faut le rappeler, la pauvreté la plus profonde et sans doute la moins visible, elle est d'abord intra-urbaine. On a 60% de la population française pauvre qui est en ville. Donc en fait, on est légèrement au-dessus parce que pour pouvoir s'opposer à ces problèmes de carburant, il faut déjà éventuellement avoir une voiture et ou un emploi en ville, et où évidemment, dans ce cas-là, on est précisément cette France contrainte. La France contrainte, on le précise, c'est la France qui tout simplement a des dépenses incompressibles dans son budget. Très bien, merci Samuel. À côté de vous, je l'ai dit, une autre analyse, l'analyse politique avec Mathias Bernard. Bonjour. Est-ce qu'on peut donner, on va tout à l'heure accueillir une députée République En Marche qui va essayer de répondre, ça ne va pas être évident à tout ça, mais est-ce qu'on peut donner une identité politique aux Gilets jaunes? On dit dans certains sondages depuis ce week-end que c'est un mouvement essentiellement de droite. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où le mouvement des Gilets jaunes agrège, on va dire, des thématiques différentes et des thématiques qui sont d'ailleurs positionnées sur l'échelle droite-gauche à des endroits différents. En gros, il y a 3 thématiques principales. Il y a la thématique effectivement de ras-le-bol antifiscal qui, elle, s'inscrit plutôt classiquement à droite, depuis le poujadisme. Il y a une deuxième thématique qui est une thématique relative à l'injustice fiscale, mais aussi l'injustice sociale, avec une demande, une revendication d'augmentation des bas salaires, des bas revenus, qui est plutôt une thématique traditionnellement à gauche. Et enfin, il y a une troisième thématique, une thématique de nature politique, qui est l'opposition au pouvoir, aux élites, voire au système représentatif, qui là est une thématique que l'on retrouve généralement plutôt aux extrêmes, dans ce qu'on appelle le populisme. Donc c'est assez compliqué, parce qu'on a une hétérogénéité idéologique du mouvement, qui s'explique aussi par son absence d'organisation, et ce qui fait que finalement, quand on regarde la carte qui a été présentée, on va trouver, je dirais, une mobilisation des Gilets jaunes, aussi bien dans des terres de gauche que dans des terres traditionnellement à droite. Et d'ailleurs, dans notre région, qui est assez bigarrée de ce point de vue-là, eh bien, je dirais, le mouvement des Gilets jaunes touche à peu près l'ensemble de la région, sauf en effet les zones rurales, plutôt éloignées, effectivement, où là, c'est quand même relativement plus calme. Alors, quelle est la différence avec la République En Marche? Quand je vous entends, ça me rappelle un discours des présidentielles, des législatives, gauche, droite, tout le monde a des bonnes idées. Est-ce que ça va donner là aussi un nouveau parti politique? Disons que c'est exactement l'envers, en quelque sorte, de la République En Marche. Et je crois que si on peut désigner, et ça a été dit d'ailleurs dans l'un des reportages, la sensibilité politique globale des manifestants, c'est en gros tout sauf Macron, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont les électeurs, par exemple en 2017, de Mélenchon, de Hamon, comme de Marine Le Pen, et surtout les abstentionnistes. Parce qu'on regarde, quand on compare la carte des abstentionnistes avec la carte des Gilets jaunes, on voit qu'il y a quand même une vraie corrélation. Donc, il y a effectivement, on a ce tout sauf Macron, et ce mouvement, en effet, sur lequel a pu jouer Macron en 2017, qui est le dégagisme, qui est le refus des partis traditionnels, on est un petit peu sur le même type de logique, parce que le mouvement des Gilets jaunes, il s'inscrit vraiment on va dire, dans une évolution politique, cette crise de la représentation, cette crise des partis traditionnels,
traditionnelle qui finalement remonte quasiment à la fin du XXe siècle. Ça fait 20 ans que ça dure. Restez avec nous tous les deux. On va demander à notre invitée supplémentaire de nous rejoindre. Elle est députée. Elle a accepté de venir nous voir depuis sa circonscription de l'Ain. Entrez, Olga Givernet. C'est notre dernière invitée de cette émission. Venez nous rejoindre. On passe à une partie politique. Alors, avant de vous écouter, Olga Givernet, si vous voulez bien, ce que je vous propose, c'est de partir du côté d'Ambert, où nous attend Fabien Gandillon, à Ambert, qui est une ville moyenne, avec 7000 habitants à peu près, qui se situe dans une zone plutôt rurale. À Ambert, il y a Myriam Fougère qui nous attend, mais on me dit que, voilà, c'est les aléas du direct, que ce direct n'est pas possible pour l'instant, donc on ira tout à l'heure, à moins que ça revienne. Alors, Yannick, on a quelques petits problèmes. Oui, Fabien, vous m'entendez, Yannick, on a quelques problèmes de communication, mais on va y arriver. Ouais. Nous sommes à Ambert, donc dans la mairie, Ambert sous-préfecture du département du Puy-de-Dôme, 7000 habitants. On est dans une région qui est celle du Livradois-Forez, et c'est une région assez enclavée, puisque la première autoroute est à 50 minutes, la première gare avec un train à l'intérieur est à 40 minutes, et il faut près de 2 heures pour aller à Clermont-Ferrand avec les cars TER qui remplacent les trains, alors que Clermont-Ferrand n'est qu'à 85 km. Myriam Fougère, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maire d'Ambert. On a beaucoup dit que c'était un mouvement des territoires oubliés, ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ça vient de là ? Oui, je pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol des habitants qui travaillent, qui payent leurs impôts, mais qui ont un ras-le-bol, qui en ont marre d'être taxés. Je crois que ce qui a démarré, en fait, le mouvement, ce qui a déclenché, tout d'abord, c'était les 80 km/h, puisque vous parliez de 50 minutes pour aller jusqu'à l'autoroute. Avant, on mettait un petit peu moins, on mettait 45 minutes. Donc je crois que c'est vraiment cette expression-là de gens qui travaillent, de gens qui ont une vie active, mais qui en ont marre de cette injustice. Ce ne sont pas seulement les taxes sur le carburant. Ce ne sont pas seulement les taxes sur le carburant. Ça a été le déclencheur, je pense, mais c'est aussi cette injustice au niveau des territoires ruraux oubliés, avec les services publics qui disparaissent ou qui s'éloignent, parce que suite à une réorganisation dont on n'a pas forcément connaissance et dont on apprend l'organisation une fois que c'est décidé par Paris. Est-ce que vous l'avez vu venir, ce mouvement ? Oui, je l'ai vu venir parce que vous savez, un maire, c'est quand même l'interlocuteur privilégié de proximité des habitants, et donc on les voit très régulièrement, et ils viennent nous dire leur souffrance et puis aussi leur ras-le-bol. Vous savez, on est à portée d'engueulade, c'est vrai, on est à portée d'engueulade, mais je trouve qu'on a quand même, les gens expriment une colère, mais une colère intelligente. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire concrètement? Vous nous dites un ras-le-bol, une colère. Qu'est-ce qu'il y a dans cette colère? Dans cette colère, il y a le fait qu'ils n'ont pas accès aux mêmes droits que les autres, notamment, vous parliez des transports en commun, également avoir des voies de communication qui soient dignes de ce nom, c'est-à-dire le désenclavement sur la Loire. Je crois que ce sont des choses dont on parle depuis très longtemps. Les gens ont su se réadapter. Il y a eu des fermetures, la fermeture de la maternité. On s'est réadapté. Il y a eu aussi des déplacements de services. On s'est réadapté. Mais c'est un territoire qui sait vivre, puisque nous avons beaucoup d'emplois. Nous sommes un territoire industriel. Donc voilà, c'est cette incompréhension et surtout cette méconnaissance. Merci Myriam Fougère pour cet éclairage sur ce mouvement des Gilets jaunes ici à la mairie d'Ambert. Merci beaucoup Fabien. Retour d'Auvergne donc avec notre invité politique cette fois-ci. Bonjour Madame Givernet, vous venez de la 3e circonscription de l'Ain où vous êtes députée En Marche. Vous êtes aussi membre de commission et j'imagine que vous avez quasiment une ligne directe, en tout cas avec la direction de ce parti, donc vous allez pouvoir nous donner peut-être quelques réponses. Première question que je vais prendre dans ce qu'on vient d'entendre, est-ce que vous, qui êtes aussi conseillère régionale, et puis dans cette 3e circonscription de l'Ain où il y a des territoires ruraux et aussi périurbains, est-ce que vous l'avez senti venir cette crise et pourquoi vous n'avez pas prévenu au plus haut niveau ? Alors, sur les revendications qui ont été faites, effectivement, on est au contact du terrain régulièrement et on a des remontées qui nous font. Moi, je voudrais en profiter également pour condamner une nouvelle fois les violences qui ont été commises et les exactions. Et d'ailleurs, je salue tous ceux parmi les Gilets jaunes qui ont ce mouvement pacifique et qui condamnent aussi les violences. Dans le contact que nous avons avec la population, nous organisons, et moi en premier lieu sur mon territoire, des ateliers citoyens, des rencontres sur les marchés, avec
avec des échanges qui permettent de sentir ce qui ne va pas. On l'a senti venir au mois de novembre. Vous l'avez senti venir au bout de 3 semaines. À cause des taxes qui étaient revendiquées. Et c'est vrai qu'il a fallu se retourner pour pouvoir comprendre. Quand vous dites dans la sortie de ligne, attendez. Au début du mouvement, vous avez dit attention, est-ce que vous et vos confrères, je ne sais pas comment on dit, vos collègues députés, avez dit attention, il se passe vraiment quelque chose tout de suite, ou aussi il vous a fallu un petit peu de temps pour réagir? Alors, dans l'anticipation, c'est vrai que c'est la question du budget qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre le budget de l'État, il va falloir réorganiser les taxes qui sont faites dans le cadre de ce qui est proposé au niveau du programme. Et puis, il y a forcément des choses qui viennent se greffer et qu'il faut pouvoir défendre ou aller expliquer. Quand on vous dit à Paris, on va augmenter la taxe sur l'essence, vous ne dites pas, vous, sur le terrain, attention, ça va mal passer? Alors, on a pu éventuellement le dire, on a proposé des mesures d'accompagnement, et je pense que tout le monde les a entendues. Aujourd'hui, elles ne sont plus d'actualité, je pense, ou alors elles le seront, mais avec la suppression de la taxe, il va falloir de l'augmentation des taxes, il va falloir se retourner. Moi, je pense que ce qu'il est important de montrer aujourd'hui, dans l'action que nous allons mener, c'est l'écoute que nous avons face à cette colère que nous reconnaissons bien évidemment, et des actions qui vont faire de concertation qui vont être données. Les formules que vous employez, je les ai entendues beaucoup là depuis le début du... C'est vraiment, pardon, c'est des éléments de langage très courants. Là, ça fait une demi-heure qu'on vous fait entendre de la détresse, des gens très concrets qui vous parlent de leurs revenus, qui vous parlent de leur situation, des analystes qui vous disent on a franchement un problème d'égalité de répartition sociale et politique sur ce territoire. Qu'est-ce que vous répondez concrètement maintenant aux gens qui vous disent on ne veut plus attendre, on veut qu'on réponde à notre détresse, concrètement? Concrètement, ce que je vais leur dire, c'est que je suis une citoyenne moi-même qui s'est engagée en politique, qui a une volonté dans les propositions que nous avons faites de pouvoir amener des solutions, mais on ne fait pas des miracles. Voilà. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est amener ces personnes qui sont engagées, qui ont de l'énergie, à venir avec nous trouver des solutions concrètes. Mais ils vous les donnent, les solutions, augmenter le salaire minimum? Non, mais attendez, dans les solutions que nous pouvons avoir, on veut plus de services publics, mais on veut plus de taxes. Donc il y a un moment donné où on va pas pouvoir réussir à mêler les deux. Donc il va falloir trouver un compromis. Moi, ce que j'entends dans la colère des personnes, qui d'ailleurs ne sont pas forcément dans les situations les plus précaires, ils ont un salaire, des fois ils n'ont pas forcément le salaire minimum, ils ont un peu plus, mais ils parlent au nom de ceux qui sont précaires, et ce que j'entends moi, c'est la peur qu'ils ont de devenir précaires, ou la peur de devenir dans une grande précarité. Et là, nous, l'enjeu au niveau politique, c'est soit de s'attaquer à la très grande précarité, mais ça veut dire qu'il va falloir faire des priorités, et ça va être difficile de s'occuper des classes modestes, ou alors on va s'occuper d'atténuer les inégalités, et à ce moment-là, du coup, on va être contraint par les moyens que nous avons au niveau de l'État pour pouvoir s'attaquer directement à la très grande précarité. Et ça, ce que j'ai besoin, moi, c'est qu'on puisse emmener des personnes qui viennent et qui soient créatifs avec nous pour savoir comment on s'organise. Ce que je suis intéressée de voir, c'est qu'on est en train de recréer du lien social. Vraiment? Oui. Vous n'avez pas l'impression, au contraire, que la France est en train de se diviser, que ça va être difficile de ressouder tout ça? On est en train de recréer du lien social avec des personnes qui se mettent ensemble, qui aujourd'hui sont dehors ou dans la rue. Bien évidemment, je regarde celles qui sont sur des camps de base, comme on peut en parler. C'est un peu précaire quand même aussi. Ils se mettent en situation de précarité, à être toute la journée comme Madame ça la dans députée, le froid. je vais vous donner un exemple. Philibert, vous venez d'avoir des messages, je crois. Est-ce que vous avez dans les messages que vous avez que des gens qui sont soudés ensemble et un lien social dans la protestation? Non, alors il y a très peu de réponses de personnes qui n'appartiennent pas au mouvement des Gilets jaunes, mais je vous livre cette parole qui a son intérêt. Je cite, c'est le commentaire de Bruce Clémenceau de Chapareillan en Isère. « Je ne suis pas un gilet jaune et les gilets jaunes sont trop médiatisés par rapport à ceux qui n'adhèrent pas à ce mouvement. » Je pense qu'il faut en tenir compte également. Il y a de la division là en ce moment. Les journalistes aussi sont visés, on ne comprend pas bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des gilets jaunes et certains s'en prennent aux journalistes. Alors je ne veux pas nous victimiser, c'est pas le problème. Vous-même les politiques, certains de vos collègues ont dit qu'ils avaient très très peur. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit personnel. Vous n'avez pas peur que la société se fissure, au contraire? Non, moi je pense qu'il y a une nouvelle classe politique qui a émergé avec En Marche, sauf que En Marche, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ce que nous proposons et qu'il faut une nouvelle classe politique qui puisse offrir aussi des réponses à ces personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je pense que c'est une opposition qui est en train de renaître, puisqu'il y a des gens qui revendiquent ne pas se reconnaître dans les Gilets jaunes non plus. Alors, un avis du géographe, est-ce qu'il y a un lien social nouveau qui se crée, selon vous? C'est le regard que vous avez? En tout cas, c'est vrai, c'est magnifique. Un lien social, c'est difficile à dire, puisque la question, elle est transversale au territoire et elle est clairement ancrée dans la question de l'injustice fiscale. On est quand même sur un dispositif de transfert d'une fiscalité fondée sur les revenus,
qui est par définition la moins inéquitable qui soit, à des formes d'imposition sur la consommation, qui elles sont particulièrement inégalitaires. Et donc, quelque part, s'il y a lien social, c'est peut-être sur ces questions transversales qui sont tout à fait indépendantes des territoires et qui, d'une certaine manière, sont aussi poreuses au niveau de vie entre, je dirais, les plus pauvres qui en font aussi les frais dans leur quotidien de consommation et des personnes qui sont un petit peu au-dessus des besoins qu'on a décrits mais qui sont contraintes et également touchées par cette fiscalité indirecte. Merci. Mathias Bernard, une opposition qui est en train de se créer, elle ne serait pas d'extrême droite, tout simplement en train de grandir. On le dit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, certains observateurs parlent de cette montée de l'extrême droite à l'occasion de ce mouvement. Alors, montée, je pense plutôt instrumentalisation effectivement potentielle par l'extrême droite, et y compris par l'ultra-droite d'ailleurs. Bon, ça c'est quelque chose effectivement qui est sensible. Après, il me semble qu'en effet, il y a, je dirais, dans les issues politiques de ce mouvement, on voit bien qu'il y a potentiellement la possibilité effectivement d'agréger, je dirais, une nouvelle organisation politique ou une nouvelle manière de faire la politique, parce que quelque part le mouvement des Gilets jaunes, c'est certes un constat d'échec quand même pour le gouvernement sur un certain nombre de points, notamment en termes d'écoute et de capacité à anticiper sur un certain nombre d'inégalités. C'est aussi un constat d'échec pour les oppositions à ce pouvoir. Ça pourrait modifier le paysage politique d'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple ? Potentiellement oui, parce que je crois que c'est aussi un signal adressé à l'ensemble des organisations politiques, pas seulement au gouvernement. Et donc, et on voit bien la difficulté que peut avoir notamment l'opposition type LR, comme la France Insoumise d'ailleurs, à s'agréger, à canaliser effectivement ce mouvement. Madame la députée, il nous reste 1 minute. Encore une fois, merci d'être venue sur ce plateau. J'ai une dernière question. On dit qu'Emmanuel Macron, mardi, va annoncer des choses auxquelles personne ne s'attend. Est-ce que vous savez un peu quoi ? Alors moi, je ne sais pas non plus. Je pense qu'on est heure par heure en fait à analyser la situation comme nous le faisons aujourd'hui, de voir quels sont les risques. C'est adressé à des élus, paraît-il, en disant vous allez être très surpris. Est-ce que vous avez eu des signes très positifs qui permettent de penser que ce mouvement va se calmer ? Moi, j'ai toute confiance que le président saura prendre la bonne parole pour justement aller dans un sens qui va être constructif. Je le redis, nous, dans mon inquiétude qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les fake news. Il faut pouvoir accompagner justement ces personnes qui ont des revendications et faire la part des choses entre ce qui est divulgué, mais je suis certaine que ça va faire émerger une nouvelle énergie de revendication, mais également d'opposition pour La République En Marche. Très bien. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir accepté d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette émission qu'on a dû improviser, qui était importante. Et je voudrais particulièrement remercier, avant de clore cette émission, mes confrères et mes consoeurs qui, tous les jours, je le redis, vont sur le terrain, au contact de tout ce qui se passe, des choses bon enfant, on l'a vu, des choses plus brutales, c'est pas facile. Et encore une fois, bravo à eux, et je pense pas qu'à France 3, à tous mes confrères et consoeurs en général. Merci aussi à Laurent Mazurier qui a préparé cette émission. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de Dimanche en politique, Francis Letellier reçoit Jean-Michel Blanquer. Ce sera juste après le flash de midi et la météo régionale. Merci de rester sur France 3. Bonne journée à tous.